Mes chers collègues, notre commission d'enquête poursuit ses travaux ce matin pour 3 auditions qui seront, comme c'est le principe que nous avons retenu, diffusées en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Nous serons donc ensemble jusqu'aux alentours de 11 heures. Je vous remercie, Monsieur le Préfet Lallement, d'avoir accepté de venir échanger avec notre commission. Vous vous doutez que ce ne sont pas vos actuelles fonctions de secrétaire général de la mer qui ont motivé votre invitation, mais bien l'expérience accumulée au cours de votre carrière dans le corps préfectoral qui vous a particulièrement confronté à la question des violences en marge des manifestations. Bien sûr, tout le monde se souvient que vous avez été préfet de police de Paris, mais vous avez également officié comme préfet de l'Aisne, de la Saône-et-Loire, du Calvados et de la Gironde. Je le souligne à dessein, car notre travail dépasse le seul cadre parisien. Vos fonctions dans les départements que je viens de citer, qui supposent un maintien de l'ordre qui n'est pas identique, on peut l'imaginer, à celui de la capitale, ont certainement nourri des réflexions qui ne manqueront pas d'intérêt pour les membres de la commission. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur, M. Florent Boudier. Évidemment, dans l'entretien de ce matin, l'ensemble des questions ne seront sans doute pas abordées. Donc, si vous pouvez, dans un second temps, nous transmettre les réponses écrites pour compléter par rapport à l'audition. Vous savez quel est le sujet qui nous réunit. Nous étudions les manifestations du printemps, tant à Paris qu'ailleurs en France, et entre autres aussi en milieu rural. L'objectif pour la commission est double. D'abord, comprendre la logique des groupuscules et des auteurs de violences. Ensuite, examiner le déroulement des manifestations pour déterminer si des améliorations sont possibles ou des correctifs souhaitables. Justement, des correctifs et des ajustements dans les principes du maintien de l'ordre, il y en avait eu plusieurs à la suite de l'épisode des Gilets jaunes, et il n'est pas inutile de se retourner vers le passé récent pour évaluer ces évolutions, pour estimer si elles ont répondu aux attentes ou si elles sont impuissantes face à de nouvelles configurations et de nouvelles formes de violence. Nous sommes évidemment impatients d'échanger avec vous. Avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à Monsieur le rapporteur, il me revient cependant de poser les 2 premières questions qui ont vocation à introduire nos débats. En premier lieu, à la lumière de votre expérience préfectorale et de l'actualité, diriez-vous que le régime juridique actuel des manifestations permet un bon équilibre entre, d'une part, le respect des droits fondamentaux et, d'autre part, le maintien de l'ordre public? Le principe déclaratif conduit à une tripartition entre les cortèges déclarés, les cortèges spontanés et les cortèges interdits. Est-ce pertinent? Et élément important, est-ce appliqué de la même façon sur l'ensemble du territoire national? Et en second lieu, le préfet est au confluent de tous les acteurs de la manifestation, organisateurs, services de renseignement, unités de maintien de l'ordre, gouvernement, autorités judiciaires, juridictions administratives. Diriez-vous que cette position permet d'agir efficacement sous le double prisme à nouveau de l'ordre public et des droits fondamentaux, ou certaines améliorations vous semble-t-elle nécessaire? Alors, Monsieur le secrétaire général, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de lever la main droite et de dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Et je demanderai à Monsieur Piguet de faire la même chose si à un moment ou à un autre il intervient. Mais Monsieur Lallement, je vous laisse procéder en premier. Je le jure. Je vous remercie, Monsieur Piguet. Je vous en remercie. Et donc, sans tarder, je vous passe la parole. Monsieur le Président, je n'ai pas de déclaration préalable. Je répondrai bien évidemment avec le plus grand plaisir aux questions qui me seront posées par les membres de la Commission. Peut-être pour justement vous répondre directement, vous avez évoqué ma carrière. Je dois vous dire que préfet de police n'est pas tout à fait un préfet de droit commun. Il est, si j'ose dire, une autorité de police. Et il n'est d'ailleurs pas que préfet de police de Paris, mais de l'agglomération parisienne. Voilà, juste pour un peu préciser les choses.
Et donc, sur le régime actuel, son équilibre, moi, je pense que le dispositif est assez satisfaisant. Mais comme d'habitude, dans notre droit, nous avons tout le problème de la sanction. Est-elle, par contre, au niveau? Mais le régime déclaratif, le droit de manifester, tout ça fonctionne à peu près correctement. La difficulté porte sur ceux, justement, qui ne le respectent pas et qui, en fait, sont dans un grand nombre de cas, dans une relative impunité. Donc ça interroge, mais comme toute une série de sujets dans notre société, sur l'impunité en la matière. Sur le préfet lui-même, pour essayer également de faire très court, là aussi, je pense qu'on a atteint un équilibre assez satisfaisant. C'est pour ça que je mettais un peu de côté les fonctions de préfet de police par rapport aux autres fonctions de préfet de département ou de région, qui sont un peu différentes. Mais je vais me référer à mon expérience de Nouvelle-Aquitaine et à la partie gilet jaune de Bordeaux que j'ai pu connaître. Je trouve que les choses en termes de chaîne de commandement, de capacité juridique, fonctionnent plutôt bien. Il y a une intégration des forces de sécurité intérieure autour du préfet qui m'a toujours semblé satisfaisante. Les situations exceptionnelles révèlent en fait la solidité de notre dispositif. Je crois que c'est ce qui vient d'être éprouvé au travers des violences urbaines en province. Nous avons un dispositif solide qui date finalement du consulat, mais qui, en matière de capacité régalienne, peut justement surmonter des situations très exceptionnelles. Voilà ce que je pouvais dire en préalable, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Alors, évidemment, lorsque l'on regarde le déroulement d'un certain nombre de manifestations, vous le disiez vous-même, ce qui semble parfois poser problème et qui est aussi repris par un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées. Et vous avez utilisé ce terme il y a quelques instants, la question de la relative impunité. Est-ce qu'il y a là nécessité de faire évoluer le dispositif législatif ? La difficulté de faire respecter un système s'il n'y a pas de sanctions repose sur l'adhésion de nos concitoyens à des valeurs communes. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que cette adhésion est suffisante pour que, par exemple, pendant les manifestations, les bons citoyens dénoncent ceux qui cassent, empêchent de manifester dans la limite de leurs possibilités ceux qui n'ont pas déclaré. Dès lors que vous avez la réponse à cette question, je crois qu'on peut en déduire un certain nombre de choses. Non, il arrive quand même assez fréquemment qu'il n'y ait pas de déclaration dans les manifestations, qu'il y ait des cortèges sauvages. C'est-à-dire des gens qui quittent le cheminement de la manifestation tel qu'il était prévu, avec dès le début l'intention de le faire, ou même qui se rassemblent en début de cortège et qui empêchent la manifestation de se dérouler. Ce qu'on appelle les pré-cortèges, les nébuleuses qui se créent en début de cortège. Et donc, c'est vrai qu'on peut faire tout ça sans finalement le moindre risque juridique, à part si on est identifié comme étant l'organisateur. Mais aller identifier l'organisateur d'un cortège sauvage, surtout avec les réseaux aujourd'hui, du temps de l'Empire, du 1er au 2 second, vous aviez effectivement des organisations qui, derrière, organisaient les choses, si j'ose dire, et avec des chefs, des sous-chefs, etc. Aujourd'hui, les réseaux vous donnent une transversalité totale de la façon dont ça fonctionne. Donc dès lors, vous voyez bien que notre droit qui est adapté à un organisateur, enfin qui vise un organisateur, qui vise donc des organisations face à la transversalité de ce que sont l'organisation en réseau, et je crains que les dernières violences urbaines l'aient démontré, me semble effectivement inadapté, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Préfet. Merci d'avoir accepté cette convocation devant la commission d'enquête. Je le rappelle parce que nous avons eu la semaine dernière des personnes auditionnées qui s'étonnaient du principe même d'une convocation devant une commission d'enquête. C'est en effet une convocation et j'indiquais d'ailleurs que les préfets, anciens préfets, étaient eux-mêmes convoqués. Merci. Première question,
à la fois passage à Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, puis ici à Paris, l'évolution du profil des individus ou groupuscules violents constatés entre la séquence Gilets jaunes, la séquence que vous avez eue ensuite à traiter ici sur la plaque parisienne. Quelles sont les évolutions que vous avez constatées dans le profil, la diversité des individus et groupes violents concernés? Ça me paraît important que nous ayons ce fil long d'analyse au terme de la commission d'enquête. Deuxième question, vous êtes à l'origine de l'évolution du schéma national de maintien de l'ordre. Quels sont les éléments qui, à l'époque, ont suggéré de votre part d'impulser cette transformation, qui a abouti, me semble-t-il, après vos fonctions, si je ne me trompe pas, me semble-t-il. Quels sont les éléments qui ont poussé à cette évolution et quels sont les points stratégiques que vous souhaitiez consolider ou transformer à travers cette évolution? Je vous passe tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Moi, ce que j'ai pu constater, mais ce n'est qu'un constat personnel, donc il n'a pas vocation à être généralisé, c'est effectivement sur les individus qui se radicalisaient, le fait au moment des Gilets jaunes qu'on n'avait plus exactement le même profil, c'est-à-dire le profil en quelque sorte historique du Black Bloc, tel qu'il résulte du milieu des années 2010, était plutôt un jeune très politisé. Les ultra-violents qu'on a vu monter avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire les Gilets jaunes radicalisés, étaient des Gilets jaunes, c'est-à-dire des personnes éventuellement plus âgées et qui n'avaient pas de démarche idéologique très structurée, c'est-à-dire une culture révolutionnaire, classique, telle qu'elle peut tourner en rhétorique dans certains groupuscules d'extrême gauche. Voilà, donc oui, la constitution d'un Black Bloc, parce qu'en quelque sorte, à partir du moment où il n'identifie pas les gens, qu'il y a une unité d'habillement, la couleur noire, etc., révèle sous les masques des personnalités assez différentes. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans les manifestations de Gilets jaunes, qu'elles soient à Bordeaux ou à Paris, c'est qu'en fait, elles ne duraient pas véritablement la nuit. Exceptionnellement, ça arrivait jusqu'à 21h à Paris. Tout état de cause à Bordeaux, ça s'arrêtait un petit peu plus tôt. Parce qu'on sent bien que les gens rentrent chez eux et qu'ils ont un certain nombre de tâches à faire, éventuellement d'aller chercher les enfants ou de promener le chien. Donc vous voyez, c'est l'irruption d'une classe moyenne dans des actes de violence qui, du coup, se retrouvent dans des horaires de manifestation. Encore une fois, ce que je vous dis est très personnel. Pardonnez-moi, Monsieur le Préfet. Est-ce que vous pouvez éventuellement vous parler plus près du micro pour qu'on vous entende mieux, notamment sur l'enregistrement? Je vous remercie. Bon, je ne suis pas, Monsieur le rapporteur, à l'origine du schéma national. C'est les ministres de l'Intérieur successifs et l'actuel qui l'a conclu, qui en sont les acteurs. Simplement, je suis un des interlocuteurs de la discussion qui a été dans les médias relaté sur mise à distance ou proximité du maintien de l'ordre, qui est un débat un peu étonnant, mais qui a été vécu comme ça. Il est nécessaire que les forces de sécurité intérieure, les dispositifs, s'adaptent à la réalité de ce que sont les manifestations. Très longtemps, on n'a pas eu besoin de se rapprocher des manifestations, ou du moins pas en cas de volonté de dissolution uniquement. Et la nature même des manifestants, à partir du milieu des années 2010, a complètement changé, ou nécessité de changer cette approche. Et c'est vrai que j'ai proposé d'être beaucoup plus au contact. Être plus au contact, je le signale d'ailleurs à la Commission, a comme conséquence de tirer infiniment moins au LBD. Parce que là aussi, j'ai lu toute une série de choses sur l'utilisation des LBD. Mais quand je suis parti de la préfecture de police, on tirait très peu au LBD. Alors que je rappelle, en décembre 2018, sur une manifestation, il y a eu plus de 1000 tirs. Sur les manifestations, moi, lorsque j'ai terminé, si on tournait à une centaine de tirs ou une cinquantaine, c'était vraiment le maximum. Parce que la proximité, justement, évite une utilisation d'armes intermédiaires constituées sur la distance. Je me permets vraiment d'insister là-dessus. Et donc, après, le schéma national de maintien de l'ordre ne porte pas de doctrine très précise en la matière, mais il évoque simplement la nécessité de s'adapter
hein, et d'ailleurs, je note que mon successeur, qui est un remarquable préfet de police, applique finalement justement ce schéma exactement dans le même esprit. En fonction de la nature de la menace, on se rapproche ou on s'éloigne. Mais il n'y a pas, si vous voulez, dans le schéma national de maintien de l'ordre, d'évidence doctrinale aussi structurée. Encore une fois, il faut savoir faire preuve d'adaptation. Considérer qu'on peut gérer aujourd'hui les manifestations telles qu'on les gérait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ou sous le début de la Ve République serait absurde, parce que tout simplement nos concitoyens ont changé, ils ne sont plus les mêmes. La façon de manifester n'est plus la même. Regardez les images de manifestations des années 60. Elles ne sont pas exactement les mêmes, parce qu'il y avait des grandes organisations constituées qui elles-mêmes assuraient avec leurs services d'ordre la sécurité des dispositifs. Moi, je me suis retrouvé dans la situation très paradoxale d'être le principal organisateur de manifestations pendant ma période préfet de police, puisqu'il n'y avait plus de services d'ordre, du moins sur les gens qui, à l'époque, déclaraient des manifestations. Ils ne s'en sentaient plus la responsabilité, ils n'avaient plus la capacité de les organiser. C'est-à-dire que nous, police, étions en train de les encadrer par défaut de leur capacité à le faire, alors que ce n'était pas du temps de ce que j'appelle les grandes organisations syndicales ou politiques, véritablement la façon dont se passaient les choses. Donc la transformation de ce que sont nos concitoyens influe forcément sur la transformation de la méthode du maintien de l'ordre. Merci beaucoup. Je me tourne vers les collègues qui souhaitent... Oui, Monsieur Taverne, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Préfet. Merci pour vos propos. Alors, moi, j'avais une question sur le maintien de l'ordre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport en fait, à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, vous savez qu'il y a eu... en fait, la loi prévoit déjà de condamner l'attroupement avec le 431-3 du Code pénal, donc un attroupement sur la voie publique susceptible de troubler l'ordre public. Est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui, on devrait avoir une capacité d'intervention beaucoup plus rapide? C'est-à-dire que nous avons des individus qui arrivent, qui commencent à se regrouper avec peut-être des intentions malvenues, et il y a toujours un temps de latence. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, peut-être qu'ils vont finir par se disperser, et on voit qu'au final, pas du tout. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, ça a peut-être été alors peut-être pas une erreur, mais est-ce que ça devrait être un axe d'amélioration pour justement essayer d'intervenir beaucoup plus rapidement sur des individus qui seraient voilà, présents sur la voie publique? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, les forces de l'ordre devraient intervenir beaucoup plus rapidement pour pouvoir mettre fin à cet attroupement? Merci. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Oui, mais je partage, monsieur le député, la nécessité d'intervention rapide. C'est pour ça que j'ai été à l'origine de la création des braves motos. Hein, Dieu sait si ça m'a été reproché. Parce qu'il faut des vecteurs, c'est-à-dire des moyens d'arriver sur des manifestations irrégulières, ou régulières d'ailleurs, en cas de trouble, de façon extrêmement rapide. Hein, quand on a 30 kilos sur le dos, on court infiniment moins vite qu'un garçon avec des baskets, ou un garçon ou une fille d'ailleurs, avec des baskets. Et donc, il faut se rendre compte de cette réalité-là. Faire débarquer une unité, enfin une compagnie ou un escadron de CRS de ces camions après leur transport, c'est du temps, c'est normal. Un déploiement de 80 fonctionnaires ou militaires dure un certain nombre de minutes. Donc, il faut avoir des vecteurs de transport extrêmement rapides. Et j'ajoute d'ailleurs que circuler dans Paris nécessite de ne pas le faire en 4 roues. Et donc vous voyez bien que l'aménagement urbain est aussi un élément de paix publique. Et d'ailleurs, il suffit de se référer au baron Haussmann. Ce que je dis n'est pas très nouveau. Mais dès lors qu'on réduit l'espace de circulation, on permet aussi que se glissent dans la ville des manifestations qui sont plus ou moins régulières, parce qu'elles sont possibles dès lors.
Tout est dans tout et réciproquement, si je peux me permettre cette citation. Oui, alors après, vous faites sans doute référence, j'imagine, à l'interdiction préalable d'un certain nombre de manifestants, Conseil constitutionnel, etc. Et c'est vrai qu'il est dommage que l'outil juridique qui est permis dans les stades ne soit pas dans les manifestations. Mais mieux que moi, vous connaissez le sujet. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution juridique qui permettraient de le faire? À mon avis, ça serait souhaitable, mais je dépasse ma condition en le suggérant. Mais il faut avoir quand même conscience de la limite d'un tel dispositif si jamais il existait un jour. Par définition, le Black Bloc est très difficile à identifier. Par construction, puisque c'est fait pour ça, un Black Bloc. Et donc, il faut quand même, en termes de droit public, de défense des libertés individuelles, avoir suffisamment d'éléments pour l'interdiction. Un supporter sportif, c'est beaucoup plus facile à tracer et c'est beaucoup plus simple de motiver l'interdiction. Dans ce cas-là, ça serait compliqué, surtout que dès lors que vous identifiez un bloc, vous voyez bien qu'il y a une pénalisation. Je voudrais me permettre d'ailleurs de faire une petite incidente sur la pénalisation. On est aujourd'hui dans un dispositif où il y a une demande de pénalisation de la manifestation. C'est assez nouveau. Hein, j'allais dire de mon temps, mais quand j'étais jeune, c'est-à-dire avant la chute du mur, les choses ne fonctionnaient pas du tout comme ça. L'essentiel de l'action de police était de mettre fin à la manifestation qui posait des problèmes. Et personne n'était dans l'idée d'interpeller et de présenter devant le juge les gens qui cassaient, etc. Donc la pénalisation qui a atteint l'ensemble des sphères de la société, qui maintenant concerne le droit de manifester, tout simplement parce qu'il y a une volonté populaire, sociale, et que le juge veut s'en mêler, conditionne assez fortement l'action des services de police. Et quand vous interpellez quelqu'un qui a cassé, ça peut servir de motivation plus tard pour l'interdire de manifester, mais ce qui compte, c'est de pénaliser, de le présenter à un juge. Donc, je pense qu'il y a... Enfin, j'ai une véritable interrogation sur cette évolution de la pénalisation du droit de manifester. Quand je dis pénalisation du droit de manifester, attention, hein, pour être parfaitement clair, je ne veux pas dire par là qu'il faut pénaliser le droit de manifester, mais qu'on fait intervenir le juge dans la sanction de ceux qui ne respectent pas justement ce droit de manifester. Et encore une fois, c'est un phénomène récent qui date du milieu des années 2000, qui oblige les policiers et les gendarmes à créer tout un dispositif de PV, de façon d'apporter la preuve, qui est assez lourd, hein, de garde à vue, de noria pour emmener les gens en garde à vue dans les différents endroits qui sont prévus, de permanence des parquets pour suivre ensuite les gardes à vue. Tout ça n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Hein. Tout ça n'existait absolument pas. Hein. Voilà. Donc, oui, mais ce que vous proposez, ce que vous évoquez rejoint mon propos préalable. Oui, moi je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait un peu plus de sanctions contre ceux qui ne respectent pas la règle du jeu collective. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. J'aimerais qu'on revienne justement sur ce point. Dans l'ouvrage que vous avez publié il y a quelques mois, intitulé « L'ordre nécessaire », vous avez une partie qui est consacrée aux obstacles qui sont aujourd'hui rencontrés par la mise en œuvre du maintien de l'ordre. Et vous avez un passage où vous évoquez le fait que le dispositif de maintien de l'ordre au moment des Gilets jaunes était trop statique. Vous l'avez un peu évoqué incidemment en disant que vous aviez cherché à introduire des éléments de mobilité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et sur comment dire, ce retour d'expérience, quelles sont un petit peu les recommandations que l'on peut faire par rapport au fait que ce maintien de l'ordre était sans doute trop statique? Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir cité ce petit ouvrage sans prétention. Quand vous ne bougez pas, les autres bougent. Hein, subir un siège est la pire des situations. C'est malheureusement ce qui se passait à Bordeaux, puisque à Bordeaux, j'ai passé
plusieurs mois à défendre la mairie, puisque je rappelle que les Gilets jaunes à Bordeaux n'attaquaient pas la préfecture, mais attaquaient la mairie de Bordeaux. Et c'est très compliqué de défendre un bâtiment, de rester au même endroit, parce que vous concentrez beaucoup de violence à ce moment-là. Les gens veulent absolument passer, et vous êtes là précisément pour les empêcher de passer. Donc le choc est d'autant plus violent qu'il y a cette opposition systématique. Et comme ils ne passent pas, ils se dirigent ailleurs pour manifester leur colère par la destruction. Et donc quand vous êtes en situation de siège, c'est-à-dire enfermé dans cet espace que vous protégez, vous ne pouvez pas aller sur les arrières où les manifestants justement cassent. Et nos concitoyens ne le comprennent pas en ayant l'impression qu'il y a une totale impunité et en disant mais qu'est-ce que vous faisiez, où vous étiez. Mais tout simplement on était en incapacité de sortir de l'espace que nous avions nous-mêmes créé. Donc c'est une situation qu'il est nécessaire, à mon avis, d'éviter par-dessus tout. Et pour éviter ça, il faut être mobile. Enfin, si vous voulez, c'est un vieux principe stratégique qui existe depuis la nuit des temps. Le meilleur moyen de défendre une position, c'est justement de ne pas être dessus. Je pourrais me référer à toute une série d'auteurs en la matière. Donc, il faut être mobile. Il faut qu'il y ait une capacité, justement, d'être sur la périphérie des dispositifs, parce que c'est sur la périphérie des dispositifs que se passent les destructions, les casses, etc. Donc la mobilité est absolument essentielle. Or, nous étions dans un système de maintien de l'ordre qui était basé sur un rapport de force assez statique, c'est-à-dire les cortèges étaient encadrés par des services d'ordre qui faisaient en quelque sorte la police des cortèges, et les fonctionnaires de police ou les gendarmes mobiles étaient sur un certain nombre d'endroits. Et dans ce bon vieux temps, finalement, les manifestations se passaient de la même façon. On savait à peu près où allaient se faire les frottements. Ils faisaient partie de la rhétorique du dispositif parce qu'on avait l'habitude de ces interlocuteurs et on savait grosso modo comment se passaient les choses. Il y a quand même des exceptions à ce que je dis. Si je le regarde de façon historique, c'est mai 68 et avant, bien évidemment, ce sont les événements issus de la fin de la guerre d'Algérie et notamment les manifestations parisiennes, qui étaient atypiques par rapport à cette règle-là, mais cette règle-là était celle-là. Et donc la conception des maintiens de l'ordre était basée sur ce positionnement statique. Et la composition même de nos dispositifs de maintien de l'ordre est basée sur ce dispositif statique. Les compagnies et les escadrons ne se scindent pas en dehors de la demi-compagnie ou du demi-escadron, c'est-à-dire très rarement de la section pour la compagnie, c'est-à-dire de la vingtaine. Or, dans des dispositifs de cette nature, et notamment sur les effectifs préfecture de police, nous sommes descendus dans des fractionnements au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau de 6. C'est dangereux de fractionner des effectifs à des petits niveaux comme ça, parce que, bien évidemment, ils peuvent se faire attaquer parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Mais c'est très efficace, parce que du coup, vous étendez votre zone de contrôle, mais à charge pour vous d'être en capacité de recomposer le collectif qui est ainsi décomposé dans son unité de base à 60 ou 80. Donc voilà, c'est pas simplement les vecteurs, c'est aussi la façon de conduire les opérations de maintien de l'ordre. Bon, c'est vrai que ce n'est pas pratiqué pour le moment, c'est ce que j'explique, par les compagnies de CRS ni par les escadrons de gendarmes mobiles. C'est pratiqué par les compagnies d'intervention de la préfecture, de police, et ça nécessite une grande maîtrise technique et une vision des choses. C'est pour ça que lorsque je suis devenu préfet de police, ma première préoccupation, ça a été de géolocaliser les fonctionnaires. Malheureusement, quand je suis arrivé, les géolocalisations n'existaient pas. Elles existaient sur les véhicules, pas sur les individus. Et le dispositif qui a été mis en place, qui a été poussé par les deux précédents ministres, l'actuel et son prédécesseur, qui permet aussi d'avoir des moyens de transmission, permet de géolocaliser les fonctionnaires. Et donc, c'est beaucoup plus efficace, puisque vous savez à peu près où ils sont.
Rien n'est pire que de perdre des gens au sens de ne plus avoir de visibilité sur eux. Je vais vous expliquer un peu mieux ce que j'essaye de dire. Une grosse manifestation à Paris, c'est un service d'ordre qui fait entre 4 000 et 6 000 fonctionnaires. C'est un exercice qui se fait sur un terrain, dans le plus important des cas, de 3 km sur 3 km. La plupart du temps, c'est 2 km sur 2 km. Donc, parce que Paris est tout petit, hein, contrairement aux cités anglo-saxonnes. Paris, je crois, est la 5e ville la plus dense du monde, et on revient sur le baron Haussmann. L'espace vous contraint. Quand vous êtes sur un tout petit espace de cette nature, dans une densité urbaine extrêmement forte, la difficulté, c'est de ne plus savoir où sont les effectifs, hein, et de ne plus intervenir à bon escient, et de faire que des effectifs se retrouvent au contact de manifestants violents sans que vous l'ayez véritablement voulu, ni eux-mêmes. D'où l'importance de la géolocalisation, de la vision globale. Il faut avoir une vision globale de la façon dont s'organise le dispositif. À Paris, on l'a par les caméras, mais c'est pour ça que les drones sont assez essentiels, parce que les drones, contrairement à ce qui est raconté de façon bébête par certains, ne servent pas à identifier les gens. Vous n'avez pas besoin d'identifier les gens avec des drones, puisque vous avez des caméras à Paris. Il faudra être particulièrement pervers pour aller faire voler un drone, pour identifier des gens que vous voyez très très bien sur le système de vidéosurveillance. C'est pour ça que j'ai beaucoup regretté qu'on nous ait interrompu du jour au lendemain le vol des drones, et qu'il ait fallu pratiquement 3 ans pour faire revoler des drones. Alors que n'importe quel citoyen français peut faire voler des drones, la situation jusqu'à il y a encore quelques semaines, c'est que les seuls qui ne pouvaient pas faire voler des drones dans ce pays, c'était la police et la gendarmerie. Bon, je suis un peu agacé parce que j'ai trouvé ça véritablement dommage et je ne voyais pas véritablement où était le problème. Le drone vous permet d'avoir une vision globale, c'est-à-dire sur justement cet espace, que ne vous permet pas d'avoir les caméras, puisqu'il faudrait reconstituer l'image et c'est techniquement impossible. Donc voilà, c'est extrêmement important d'avoir cette vision globale, etc., pour envisager un mouvement d'ensemble qui vous permette de préserver la manifestation. Parce que j'ai passé mon temps, pendant 3 ans et demi, à essayer de faire en sorte que les manifestations déclarées arrivent à leur point d'arrivée. Puisque ces groupes de tête, ces nébuleuses qui bloquent les manifestations, qui empêchent le déroulement de la manifestation, sont le pire en matière démocratique de ce qui peut arriver, puisqu'on ne permet pas l'expression de la contestation, l'expression régulière de la contestation. Ce qui empêchait les manifestations, quand j'étais préfet de police, ce n'était pas les policiers et les gendarmes, c'était les pré-cortèges, ces manifestants, ces groupuscules qui n'avaient qu'un seul objectif, que les choses ne se passent pas, et du coup qu'elles dégénèrent. Parce que quand vous avez un bouchon au début de la manifestation, d'abord ça énerve à juste titre les manifestants qui imaginent que ce sont des mesures de police alors que ce sont des oppositions, et cela nécessite l'intervention de la police ou de la gendarmerie. Et intervenir en début de manifestation sur ces pré-cortèges, c'est toujours extrêmement délicat. J'ai bien compris que les syndicats m'en avaient beaucoup voulu du 1er mai 2019. Et depuis, refusaient de me rencontrer quand j'étais préfet de police, parce qu'ils ont pensé que l'intervention que nous avions faite au début de la manifestation du 1er mai 2019, qui avait provoqué un peu d'agitation au début de cortège, était à l'origine des difficultés qu'avait rencontré le carré de tête des manifestants. Puisque je rappelle que ce jour-là, le secrétaire général de la CGT a été évacué de son carré de tête, que FO est sorti de la manifestation. Moi, le sentiment que j'ai eu, mais à vrai dire, parce que j'en avais une vision globale, c'est que ce sont plutôt des gilets jaunes qui sont intervenus sur ce cortège. Et nous n'avons fait que les disperser en amont. Ce qui explique ensuite que ces organisations syndicales ont refusé de me rencontrer tout au long de mon mandat de préfet de police. Je l'ai assez profondément regretté. J'ai toute une série de lettres qui attestent que à chaque fois, je leur proposais cette rencontre. Et je me suis beaucoup réjoui qu'à l'occasion de la nomination de Laurent Nunez, ils soient sortis de cette posture et qu'ils aient enfin accepté des contacts avec le préfet de police. C'est ce qui se passe aujourd'hui et j'en suis véritablement très satisfait. Je vous remercie. Monsieur Lucas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur
Le préfet, ma question change un peu de registre. Elle vise à comprendre la conception, j'allais dire, philosophique, civique et morale du maintien de l'ordre en France pour éclairer nos travaux sur ce point. Vous aviez déclaré une formule restée célèbre en marge d'une manifestation à une manifestante. Nous ne sommes pas, madame, dans le même camp. Je crois citer de mémoire vos propos. Vous me corrigerez évidemment s'ils sont inexacts. Ce qui m'intéresse dans cette formule, c'est pas l'élément, j'allais dire, de provocation médiatique ou de réaction un peu rapide, à chaud. J'imagine que vous étiez dans une journée particulièrement vive. C'est ce que cela peut révéler de la conception du maintien de l'ordre. Et donc, est-ce que vous considérez, et avec vous en réalité, est-ce que vos autorités de tutelle à l'époque, est-ce que votre hiérarchie considère d'après vous encore aujourd'hui qu'il y a dans les mobilisations sociales deux camps face à face, ce qui induit, quand on a une conception et un vocabulaire de cette nature, qui a finalement une désescalade impossible, puisqu'il y a des camps, c'est qu'on est dans une forme d'affrontement. Et est-ce que vous considérez voilà, qu'on est dans cet état d'esprit de camps qui se font face entre les autorités de la République qui assurent le maintien de l'ordre et les manifestantes et les manifestants? Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je considère, Monsieur le député, qu'à l'intérieur de la République, il n'y a pas de camp. Mais qu'en dehors de la République, il y a des factieux qui visent précisément à atteindre la République. Et ce n'est pas nouveau qu'il y ait des gens qui veulent tuer la gueuse. Et donc, le moment que vous citez est un moment avec une dame gilet jaune qui, alors que nous étions au lendemain de la manifestation de novembre sur la place d'Italie, alors que je venais devant le monument aux morts de l'armée qui a débarqué en Italie, issue pour une partie de ses troupes du Maghreb, dans laquelle j'avais effectivement dans cette armée un grand-oncle qui est tombé à Monte Cassino, au sein d'un régiment de tirailleurs algériens, pour vous dire les choses. Et que cette dame tienne les propos qu'elle a tenus m'a effectivement fait sortir de mes gonds, puisque je rappelle que la manifestation avait détruit ce monument aux morts pour en faire des projectiles. Et j'ai considéré qu'effectivement, quand on faisait ça, on n'était plus dans le camp de la République. Et je le redirai exactement de la même façon. Alors après, il n'y en a rien à en déduire d'autre que ce que je vous dis. Bien évidemment, le droit de manifester fait partie de la condition républicaine. Il est absolument nécessaire, il est absolument fondamental, et je crois avoir expliqué précédemment que je m'étais battu pour le faire respecter, que j'avais fait en sorte que les manifestations se tiennent, parce que des gens voulaient justement qu'elles ne se tiennent pas. Et donc, vous voyez, il n'y a qu'un seul camp dans la République, mais malheureusement, en périphérie de la République, nous guettent, comme disait Gramsci, dans l'entre-deux surgissent les monstres. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur Caron, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lallement, nous sommes ici pour comprendre la nature et les auteurs des violences lors des manifestations. Or, votre gestion de l'ordre dans les manifestations, lorsque vous étiez préfet de police, a été largement remise en cause, décriée par de nombreux observateurs. Pour dire les choses clairement, vous avez été accusé d'avoir provoqué des violences pendant les manifestations, notamment par l'intermédiaire des Braves M. Braves M, on l'apprend aujourd'hui, auquel a appartenu le policier qui a tué Naël à bout portant à Nanterre. Ce même policier a aussi appartenu au tristement célèbre CSI 93, compagnie déployée en Seine-Saint-Denis sous votre responsabilité, dont les membres ont été accusés, certains condamnés d'ailleurs, de violence, de vol, de mensonges, de racisme, accusés, je le précise, par l'IGPN, suite à de nombreuses enquêtes. Donc le policier qui a tué Naël a appartenu au Bravem, à la CSI 93, et on l'a appris hier, il a été décoré par vos soins. Mais revenons à l'objet de cette commission et à votre politique du maintien de l'ordre, qui a notamment été documentée par un article de Mediapart, une enquête de mars 2020. Enquête qui révèle que des hauts responsables de la gendarmerie jugeaient vos pratiques illégales. Illégales. Notamment parce que vous incitiez
vos troupes à impacter, je cite, hein, c'est le terme, les manifestants, c'est-à-dire en gros à rentrer dans le tas. Donc, ces responsables, interrogés par les enquêteurs de Mediapart, dénoncent vos directives. Ils disent notamment que vos ordres étaient volontairement dérogatoires au Code de sécurité intérieure, notamment l'article R211-13, selon lequel l'emploi de la force ne doit avoir lieu qu'en cas d'absolue nécessité et de manière proportionnée. L'enquête de Mediapart cite plusieurs témoignages. Et je vais me permettre d'en lire un. C'est le témoignage d'un CRS qui a encadré des manifestants sur, apprend-on, quasiment 14 km de parcours. Et il dit ceci, lors d'une des manifestations. Les Black Blocs ne bronchaient pas. Ça a commencé à dégénérer quand les Braves ont commencé à intervenir. À la fin de la manifestation, à la gare de Lyon, les Braves se sont mis à foncer dans le tas. C'est incroyable de foncer dans le tas comme ça, alors que ce n'était pas conflictuel. Il ajoute encore, parmi les manifestations, il y avait des cas sociaux, ce sont ces mots, hein, j'ai quasiment terminé, mais il n'y avait quasiment pas de casseurs. Et les Braves ont chargé gratos. Et il conclut, ce sont encore ces mots, la manière d'agir des Braves démontre soit un manque d'expérience, soit un manque de lucidité, soit, je cite, des ordres à la con. Monsieur Allemand, et je pose ma question, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques émises par des membres des forces de l'ordre, pas par des factieux, pas par des gauchistes, par des membres des forces de l'ordre placés sous vos ordres, qui vous accusent très clairement d'avoir été, lorsque vous étiez préfet de police, à l'origine de nombreuses violences constatées dans des manifestations dont vous aviez la responsabilité du bon déroulement. Bien, je vais évidemment passer la parole à Monsieur le secrétaire général pour que vous puissiez évidemment répondre. Petite précision tout de même, la commission d'enquête n'est pas une commission d'enquête contre Monsieur Lallemand, que les choses soient bien claires. Donc voilà, mais je vous passe évidemment la parole. Monsieur le Président, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, Monsieur le député, vous noterez que je ne vous appelle pas Monsieur Caron. Monsieur le député, je suis navré, mais je ne lis pas Mediapart. Donc, je suis bien... peut-être... C'est pour ça que je vous le cite. Mais j'attendrai avec plaisir que vous m'offriez l'abonnement, ce qui me permettra de découvrir cette littérature dont effectivement vous parlez beaucoup. Mais pour moi, ça n'est pas le journal officiel et ça n'est pas la Bible. Donc je ne sais pas ce qui s'y raconte, mais vous m'interrogez sur est-ce que, j'essaye de reprendre votre question, indépendamment de la lecture de Mediapart, est-ce que j'ai eu des reproches d'un certain nombre de fonctionnaires ou militaires placés sous mon autorité sur les dispositifs de manifestation qui étaient mis en place? Si je comprends bien, c'est votre question, voire même des reproches de leur hiérarchie organique en la matière. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et Dieu sait si pourtant je réunissais l'ensemble des effectifs avant. Par exemple, manifestation, ça se passe de la façon suivante sur la préfecture de police, c'est que l'avant-veille, la veille, lorsque les dispositifs sont compliqués, l'ensemble des commandants de compagnie ou d'unité sont réunis. S'agissant des gendarmes, puisque chaque structure, CRS, gendarme, a un dispositif de transmission des informations. Dans la gendarmerie, ça s'appelle le GOMO, qui est placé auprès dans la salle de commandement, c'est-à-dire le chef du dispositif gendarmerie, si vous voulez, le chef du dispositif CRS, qui sont dans la salle de commandement, qui suivent les dispositifs. Jamais, jamais, aucun d'entre eux ne m'a parlé de la moindre chose. Jamais, jamais. Et donc, comme je... Non, c'est pas étonnant. Vous avez affaire à des officiers, vous avez affaire à des fonctionnaires supérieurs, républicains, honnêtes, et qui n'auraient pas manqué, s'ils avaient eu des remarques, d'en faire part. Vous savez, je ne suis pas... aussi méchant que vous le pensez. Je peux tout à fait entendre. Vous ne pensez pas, je le note, mais je ne suis pas... Ah, non, mais je ne parlais que de ma méchanceté, monsieur le député. Très bien. Nous ne supputons pas ni l'un ni l'autre. Voilà, donc je n'ai jamais eu le moindre reproche, et de leur part de leur hiérarchie nationale non plus. Jamais d'ailleurs du côté du ministre. Donc franchement, je ne vois absolument pas ce dont il s'agit.
Je peux me permettre un rebond? Je Très vous en rapide. prie, vous aviez 3 minutes, mais donc juste. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre largesse d'esprit. Non, mais c'est quand même étonnant parce que il n'y a pas que l'article de Mediapart. J'aurais pu vous en citer d'autres et je comprends que vous n'y soyez pas abonné parce que la ligne éditoriale ne vous convient pas et c'est votre droit le plus strict. Néanmoins, vous avez quand même lu un certain nombre d'articles qui ont été écrits. Vous avez quand même entendu des reproches récurrents qui vous ont été faits sur votre politique de maintien de l'ordre. Et vous trouvez, avec le recul, aujourd'hui, que ce maintien de l'ordre était irréprochable ou qu'il n'a pas pu, à un moment, être à l'origine. Je repose ma question très clairement, c'est très clair. Est-ce que oui ou non, cette politique qui consistait effectivement à faire en sorte que les forces de l'ordre chargent sans raison, alors qu'il n'y avait pas de danger, alors qu'il n'y avait pas d'éléments perturbateurs devant eux, vous ne pensez pas aujourd'hui que cette politique a causé des violences? Vous ne la remettez toujours pas en cause aujourd'hui? Puisque on est vraiment dans l'objet de notre commission d'enquête, hein, c'est qu'est-ce qui se passe dans des manifestations qui tournent mal et où des violences sont observées? Comment elles arrivent? Comment elles sont provoquées? Et donc, pour faire simple, vous ne pensez toujours pas aujourd'hui, alors que c'est documenté, que votre politique de maintien de l'ordre a été à l'origine de nombreuses violences? Je vais évidemment demander à Monsieur le Secrétaire général de répondre. Simplement, Monsieur Caron, je vous invite, comme vous invitiez Monsieur Lallement à lire des articles de presse, je vous invite vraiment à lire l'ouvrage qui a été publié par Monsieur Lallement avec d'ailleurs un journaliste, hein, Jean-Jérôme Bertolus, sur l'ordre nécessaire. Et vous verrez dans cet ouvrage qu'en fait, il y a une analyse de la situation, en parlant de ce qui a évolué en termes de développement de la violence, des problématiques. Enfin, il y a un vrai travail, je permets de le dire, d'introspection qui a été réalisé, et puis, in fine, des améliorations proposées. Donc, si on parle de documents à lire, je vous assure, ça vaut la peine d'être consulté. Je m'y pencherai avec grand plaisir, Monsieur le Président, même si votre invitation m'étonne, parce qu'elle ressemble presque à un plaidoyer d'avocat en faveur de Monsieur Lallement, et en tant que président, je suis un peu surpris. Non, mais je crois qu'en termes d'avocat, vous savez à certains moments aussi vous exprimer en tant qu'avocat, et je crois que... Pour moi-même, oui, tout pour à mon fait, groupe, ou pour les idées que je défends. Bon, je vais laisser Monsieur le Secrétaire général répondre, et puis ensuite je vois que Monsieur Lucas souhaite également intervenir, donc je lui passerai la parole. Est-ce qu'il y aura d'autres demandes d'intervention? Je me tourne vers les collègues, il n'y en aura pas, donc je vous remercie. Monsieur le Secrétaire général, je vous en prie. Non, mais effectivement, n'étant pas accusé, je n'ai pas besoin d'avocat. Monsieur le député, quand on veut avoir ce type de discussion, il faut parler de cas d'espèce. Hein, mais les on-dit, les racontards, ce qui aurait été porté à la connaissance de tel ou tel, dont on ne sait pas qui c'est, quand et où, je vais vous dire, ce ne sont pas des éléments républicains. Ce sont les bonnes vieilles méthodes de dénonciation et de lettres anonymes, de réseaux excités. Moi, je veux... Non, mais c'est pas le journal qui est anonyme, ce sont les citations, les références. Que s'est-il passé et où? Si vous avez des cas d'espèce, à ce moment-là, moi, je suis prêt à discuter des cas d'espèce qui relevaient des moments où j'étais en fonction. Mais je ne vais pas vous parler de façon générale, encore une fois, de rumeurs, de ragots, de choses qui ont été dites. Moi, je vous donne des éléments objectifs sur ce que j'ai fait. Je vous ai dit, je n'ai jamais eu de remontée des effectifs placés sous mon autorité. Ben, c'est pourtant précisément tout à l'heure ce que vous avez cité, c'est-à-dire l'article de Mediapart. C'est compliqué de discuter avec vous, hein. Mais on pourrait peut-être en parler en dehors de cette instance, si vous voulez. Moi, je suis prêt à en parler. Pour essayer de vous répondre, parce que c'est un peu compliqué, bien évidemment que lorsqu'on aboutit à une situation de violence dans une manifestation, je n'ai jamais considéré que c'était une réussite. Jamais, jamais, jamais. La violence, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter, justement pour permettre le droit de manifester. Donc, toute mon action a visé à cela. Ma seule préoccupation dans les manifestations, c'était d'éviter les blessés et d'éviter ce qui aurait été pour moi une catastrophe, des morts. Donc d'éviter...
Non, ce qui a Attendez, provoqué... M. Carr, on n'est pas là pour faire le procès de M. Lallemand, ce n'est pas l'objectif. Le rôle de la commission d'enquête, c'est d'aller sur des éléments justement factuels, et donc on va le laisser répondre, et chacun s'exprime à son tour, mais on n'est pas dans un jeu de ping-pong avec M. Lallemand. Ce qui provoque des blessés, ce sont l'attitude de certains manifestants, ceux qui cassent, ceux qui attaquent, ceux qui détruisent. C'est ça ce qui provoque les blessés. Pensez dans une... Je vois bien comment le dispositif, enfin, le raisonnement, si vous me permettez, assez manichéen qui est le vôtre, c'est-à-dire qu'à la violence d'État, on doit répondre en exprimant sa violence. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je vous le dis les yeux dans les yeux, je ne pense pas que ce soit vrai. Mais toute l'histoire du maintien de l'ordre en France est justement faite pour éviter la violence et les morts. Historiquement, d'ailleurs, le président a la gentillesse de citer mon ouvrage, mais je rappelle les considérations historiques qui ont amené à sortir les militaires du dispositif de maintien de l'ordre, après des massacres terribles, Fourmis, ensuite, après la Première Guerre mondiale, à créer les premières compagnies de CRS, enfin d'escadrons de gendarmes mobiles, pardon, et après la Deuxième Guerre mondiale, grâce notamment à l'élan novateur de la libération, de créer les CRS, et ce qui a permis à un certain nombre, rappelez-vous, de FTP, de rentrer dans les CRS, qui étaient à l'époque constitués de cette façon-là. Donc il y a une histoire du maintien de l'ordre qui vise précisément en France à éviter les blessés, à faire en sorte que le droit de manifestation soit respecté. Mais il faut être aussi réaliste. Mais pourquoi, par exemple, y a-t-il autant de blessés dans les violences urbaines qui ont eu lieu il y a quelques jours, beaucoup plus qu'en 2005, quand on compare les durées des périodes? Parce que, monsieur le député, je suis navré de vous le dire, mais ce pays est devenu infiniment plus violent que lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de 14. Voilà, c'est tout, parce qu'il y a une évolution sociale, on peut le dire sociétale, qui concourt à la violence. Peut-être aussi parce qu'il y a aujourd'hui des influenceurs de la vie politique et de la vie sociale qui eux-mêmes appellent à la violence. Peut-être sont-ce des réponses. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis ici qu'un modeste fonctionnaire, et c'est à vous, les politiques, de vous interroger là-dessus. On va juste passer la parole à monsieur le rapporteur, mais je n'ai pas oublié, monsieur Lucas, que vous souhaitiez également intervenir. Oui, merci, monsieur le président. Moi, je note simplement, en tant que rapporteur, qui devra écrire, par conséquent, un compte-rendu de nos travaux, vous avez eu des propos plutôt modérés, plutôt réalistes, quand vous dites, par exemple, que les stratégies qui impliquaient d'avoir des groupes de fonctionnaires statiques étaient plutôt des points de concentration potentielle de violence, que par conséquent, il fallait faire évoluer le schéma national de maintien de l'ordre. Je pense que c'est plutôt un constat réaliste. Lorsque vous indiquez qu'il y a une demande de pénalisation forte dans la société et qu'à la fois l'interdiction de manifester, que nous proposerons peut-être ou pas, à l'égal de l'interdiction de paraître, pardon, dans les stades, vous indiquez qu'il y a à la fois des avantages de cette option et puis un certain nombre d'inconvénients que vous avez soulignés. Enfin, je note quand même que vos propos étaient, me semble-t-il, construits, modérés, pas manichéens, en tout cas de mon point de vue. Ce n'est pas comme ça, en tout cas, que je le traduirai dans le rapport que je proposerai à nos collègues. Une question sur la judiciarisation, pardon. L'un des éléments qui apparaît à l'occasion de nos auditions, c'est la très grande difficulté à transmettre la bonne information à l'officier de police judiciaire, puis bien sûr ensuite aux magistrats, concernant la réalité des comportements constatés lors de l'interpellation d'un individu violent. Sur ce point, quelles sont les faiblesses que vous avez pu constater? Quelles sont les évolutions que vous suggérez? Je le dis pour l'éclairage de chacun, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, toutes les auditions. Il y a par exemple, je n'en suis pas très fan, donc je le dis d'autant plus que je n'en suis pas très fan, il y a, je crois que c'est le représentant de la CFDT, qui proposait la création de bus d'OPJ. Moi, je vois beaucoup d'inconvénients à cette solution, mais je présenterai les avantages et les inconvénients de cette proposition qui a été faite dans le rapport de façon objective, et puis nous verrons si nous pouvons trancher ce point. Mais sur, voilà, quels sont les constats que vous avez faits sur la question de l'interpellation, sur la question de la transmission d'informations qui permet de judiciariser, donc de sanctionner, et quelles sont les options que vous penseriez utiles, propositions,
de faire à la Commission, Monsieur le Préfet. Pareil, je vous repasse la parole, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur, la judiciarisation complique singulièrement le dispositif de maintien de l'ordre. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dès lors que vous interpellez un manifestant dont vous avez la preuve qu'il vient de commettre une infraction ou un délit, ça immobilise l'équipe qui l'a fait, jusqu'à ce qu'arrive le moyen de transport vers le commissariat pour la présentation devant le PJ. Et donc, ça vous immobilise des effectifs. Plus vous interpellez, plus vos effectifs sont immobilisés. Plus il vous faut des moyens de transport. Vous évoquiez des bus, mais des Noria qui vous permettent d'aller vers les différents commissariats pour les présentations aux OPJ. Et, ce qui est l'essentiel, il faut élaborer les PV d'interpellation. Et donc, il faut que des fonctionnaires de maintien de l'ordre se mettent à faire un PV d'interpellation sur le trottoir, décrivant les circonstances. Imaginez que ça se passe au milieu d'un brouhaha, voire au milieu de tensions extrêmes. Donc il y a des moments, c'est quasi de l'ordre de l'impossibilité pratique. Donc ce que nous faisions lorsque j'étais en charge, c'était que les équipes qui avaient interpellé sortaient du dispositif, se mettaient sur les arrières pour rédiger le PV et attendre le moyen de véhicule qui pouvait être très long. Parce que lorsqu'on essaye de faire venir un véhicule au plus près d'une manifestation, c'est assez compliqué, les rues sont bloquées, le véhicule ne sait pas, et en plus ensuite il faut qu'il reparte vers le commissariat ad hoc, etc. Donc c'est vrai qu'une des faiblesses de la judiciarisation dans les manifestations est justement, en termes juridiques, celle-là. Ce qui explique beaucoup qu'il y ait des écarts assez forts entre les gardes à vue et les suites judiciaires au moment de la présentation devant le magistrat, voire même pendant la garde à vue, l'OPJ de lui-même considère souvent à juste titre qu'il n'a pas les éléments pour. Et ça, je crois que de toute façon, c'est constitutif de ce qu'est ce besoin de pénalisation, et ça oblige aussi à des formations des effectifs chargés du maintien de l'ordre, qui sont obligés de se former, qui n'ont pas la qualité d'OPJ, et qui sont obligés de se former à tout cela. Et c'est là où les Black Blocs ont une grande force opérationnelle, c'est qu'ils ont, eux, parfaitement compris tout ça, et qu'ils le maîtrisent assez bien. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, enfin, la méthode que j'avais mise en place, que nous avions constituée avec cette immobilisation des équipes. Mais il faut être très clair, quand vraiment ça se passe très très mal, vous avez tendance à dire que l'interpellation ne se fera pas tout de suite. Donc ensuite, vous avez des enquêtes qui sont ouvertes avec les caméras, qui permettent d'essayer de tracer tel ou tel individu, mais lorsqu'ils sont assez aguerris, c'est-à-dire qu'ils connaissent les dispositifs, qu'ils savent se changer au bon endroit, c'est très très difficile. Et puis apporter la preuve et trouver des témoins, par exemple, je vais prendre quelque chose de très concret. Vous avez une quinzaine d'individus en train de casser une vitrine. Les forces de police interviennent. Elles sont immédiatement entourées par une nuée de photographes, de journalistes, de gens avec un smartphone qui les filment, qui sont autant d'obstacles à la visibilité de ce qui se passe. Il faut bien concevoir au niveau du terrain, vous le voyez dans les images de manifestation, mais sur le terrain, vous êtes à hauteur d'homme et vous avez un mur de personnes qui sont comme ça et qui sont à quelques centimètres du visage des fonctionnaires. Et donc, ça vous dissimule complètement votre capacité d'identification. Quand bien même vous arriveriez à identifier, vous avez tout un écosystème qui se met en place autour, et notamment vous avez énormément de street, qu'on appelle aujourd'hui les street medics, c'est-à-dire des gens en blanc qui arrivent, et pour peu qu'il y ait une intervention de police, que la personne interpellée tombe à terre, immédiatement vous avez des tas de gens en blanc qui se précipitent, et qui sont autant d'éléments de déstabilisation de la visibilité que vous avez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Black Blocs, vous avez un écosystème qui rend difficile la perception et l'identification judiciaire.
Il faut voir que, je crois le dire dans mon ouvrage, il y a quelques auxiliaires des dispositifs. Voilà, mais qui sont très difficiles à déterminer, puisque par définition, comme les Black Blocs, ils ne sont pas identifiables dans l'ensemble auquel ils prétendent appartenir. Voilà, et tout ça rend très difficile l'apport de la preuve. Et l'apport de la preuve résulte souvent de la déclaration des fonctionnaires, mais il est pratiquement impossible de trouver un autre témoin. Et la déclaration des fonctionnaires, elle repose sur, en fait, en termes judiciaires, ça fonctionne quand vraiment vous prenez le gars avec le marteau en train de taper sur la vitrine. Là, effectivement, c'est incontestable. Quand un gars a tapé sur la vitrine, a lâché le marteau, et que vous avez une nuée de moineaux, que vous l'avez repéré, que vous le prenez, ça va être difficile au plan judiciaire de dire oui, c'était bien lui. C'est-à-dire que les fonctionnaires ou les militaires l'ont suivi, etc., sont à peu près sûrs d'eux, mais l'apport de la preuve est quasi impossible à faire. Donc il faut voir in concreto ce que tout ça veut dire. Je vais laisser la parole ensuite à Benjamin Lucas, mais deux questions. Dans ce contexte, démentez-vous qu'il y ait eu, y compris lorsque vous exerciez vos fonctions évidemment, des stratégies d'interpellation massive en vue de déstabiliser les effectifs violents? Première question. Deuxième question, la Ligue des droits de l'homme propose la création d'un statut d'observateur identifié dans le champ des manifestations. Le statut d'observateur ayant vocation, alors du point de vue de la Ligue des droits de l'homme, de regarder d'abord le comportement des forces de l'ordre, mais dans mon esprit, ce pourrait être un statut d'observateur beaucoup plus impartial, si j'ose dire, qui regarde absolument tout le contexte, les situations constatées, donc au sein notamment des prix cortèges. Est-ce que sur ce statut d'observateur, vous voyez des inconvénients? Est-ce que ça ajoute à cet écosystème qui rend difficile, y compris l'intervention des forces de l'ordre, ou est-ce que c'est un élément qui peut participer de ce que certains appellent une forme de désescalade ou d'objectivation des phénomènes de violence à l'occasion des manifestations, des rassemblements? Je vous en prie, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Non, il n'y a pas de stratégie d'interpellation. Vous interpellez quand il est nécessaire que vous interpelliez. On ne part pas dans une manifestation en se disant on va interpeller X personnes. Encore une fois, l'interpellation pour les services de police et pour les services judiciaires, c'est compliqué. Et puis n'oubliez pas, enfin n'oubliez pas, je ne peux pas vous parler comme ça, mais c'est pas fini. Quand vous avez interpellé quelqu'un, votre journée commence. C'est-à-dire quand la manifestation est finie, commence le processus de suite des interpellations. Donc ça veut dire que dans les SAIP, ils vont y passer la nuit, avec malheureusement les interpellés, que pour les magistrats de permanence, ils vont y passer la nuit et une partie de la journée suivante. Donc une interpellation, c'est le début de longues heures de mobilisation d'un dispositif administratif et judiciaire. Pendant que les SAIP sont occupés, le SAIP, vous savez, c'est le dispositif à l'APP de suivi judiciaire. Quand le SAIP est occupé à faire du traitement de manifestations, il ne s'occupe pas des autres affaires judiciaires, des autres faits de délinquance qui arrivent, où il s'en occupe moins rapidement. Donc vous accroissez vos files d'attente dans le traitement judiciaire. Or, dans les services de police, c'est la principale difficulté. C'est le traitement judiciaire, c'est les suites qu'on donne. Et donc vous embolisez votre dispositif. C'est exactement la même chose pour les magistrats. Ils embolisent complètement au niveau des magistrats de permanence le dispositif. Donc tout ça pour vous dire que l'interpellation est très lourde pour l'ensemble des services police ou judiciaire et qu'il n'y a pas de stratégie en la matière. Il y a tout simplement un moment où il le faut. Alors après, je pense que la question que vous posez, elle est liée à ce qui est aujourd'hui la communication politique, où effectivement la communication politique a tendance à dire il y a eu beaucoup d'interpellés, donc c'est la preuve que le dispositif fonctionne bien. Je le dis, ce n'est pas le fait de ce gouvernement, je l'observais déjà sur les gouvernements précédents, et même avant, avant ces deux quinquennats-là, ça a beaucoup fonctionné comme ça. Je ne crois pas que l'interpellation soit un critère de la réussite ou non d'une opération de police. Elle est un élément qu'il est nécessaire que le public connaisse parce qu'il est assez explicite sur les niveaux de violence.
Mais ça ne veut pas dire que c'est une manifestation qui s'est bien ou mal passée. Alors, les statuts d'observateur. Non, moi, enfin, vous me demandez fort gentiment, monsieur le rapporteur, mon avis. Non, moi, j'y suis pas favorable. Enfin, on n'a pas besoin dans ce pays d'observateurs dans nos manifestations. Nous ne sommes pas... Enfin, comme l'ONU peut envoyer des observateurs dans certains pays. Enfin, nous sommes dans la République française où il y a des manifestants, il y a des autorités, il y a des gens qui sont assermentés, et puis il y a le contrôle de l'ensemble des journalistes, des images, etc. Mettre en plus au milieu de tout ça des observateurs, mais ça ne serait plus la République, ça serait... considérer que nous sommes hors du droit commun et qu'on appliquerait ce qu'on fait dans des terres lointaines lorsque les Nations Unies considèrent que les règles fondamentales des droits de l'homme ne sont plus respectées. Mais ça me heurterait assez profondément. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Lucas, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de signaler que les organes des Nations Unies nous interpellent régulièrement sur le maintien de l'ordre dans notre pays. Moi, j'avais juste une remarque et une question. Une remarque, parce que j'étais assez surpris par, vous me pardonnerez le terme, je n'en trouve pas de meilleur, la forme de légèreté avec laquelle vous avez répondu à M. Caron sur l'article de Mediapart. En disant dans une forme de boutade, je ne lis pas Mediapart, ce n'est, là aussi de mémoire, ni la Bible, ni le journal officiel. Bon, moi, la Bible ne fait pas nécessairement partie des lectures imposées à un préfet de la République, j'en conviens aisément comme vous. En revanche, vous conviendrez avec moi que la presse concourt dans une grande démocratie comme la nôtre à la bonne information de tous, y compris des autorités publiques et des acteurs publics. Ce qui me surprend, et peut-être ce sera ma question, c'est qu'un préfet de police ne serait pas informé, parce que vous, personnellement, ne soyez pas abonné à Mediapart, c'est votre liberté, mais qu'il n'a pas été porté à votre connaissance, officiellement, par vos services comme préfet de police, d'accusations graves sur des cas de violence policière. Ça me paraît assez surprenant et assez inquiétant d'ailleurs, parce que je crois que beaucoup, dans l'histoire de notre République, vous y avez fait référence, dans la longue histoire républicaine, c'est la presse qui a permis, par des enquêtes et des travaux, beaucoup de révélations qui ont permis à la République d'ailleurs de se renforcer et de s'améliorer. Ma question, elle concerne le rapport à la tension à la société, le rapport de tension dans la société que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne fais pas ici de bataille d'analyse. Vous avez évoqué des appels à la violence de dirigeants politiques. J'en ai pas lu ou entendu, mais peut-être n'ai-je pas été assez assidu aux mêmes lectures que vous. Vous auriez pu sans doute, dans votre intervention, faire le lien avec ce que vous disiez au début de votre propos, quand vous regrettiez la faiblesse finalement des organisations syndicales. On peut y voir là aussi une orientation politique depuis un certain nombre d'années qui conduit à affaiblir les corps intermédiaires, les organisations syndicales, les mobilisations pacifiques, et donc, de fait, expliquer n'est pas excuser, mais à entraîner une forme de violence. Et je termine d'une chose, vous avez tout à l'heure évoqué, monsieur le préfet, quand je posais la question sur le camp républicain ou pas, vous avez dit il y a des gens qui veulent abattre la République, c'est vrai. Et vous avez fait référence à une expression, ceux qui veulent abattre la gueuse, qui vient historiquement d'ailleurs de l'extrême droite, nationaliste, royaliste dans notre pays. Est-ce que le syndicat de police Alliance, qui dans un communiqué récent appelle à mettre hors d'état de nuire des nuisibles, qui qualifie dehors de sauvages... Je termine, monsieur. C'est la deuxième fois que vous intervenez, normalement c'est une intervention. Je termine, si vous le permettez. Et puis voilà, donc... Je termine, et à être au combat et à exercer une forme de pression sur le pouvoir exécutif et sur les autorités, dont le préfet de police. Est-ce que vous considérez que le syndicat Alliance est dans le camp républicain ou pas? Monsieur le secrétaire général, je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le député, j'ai prêté serment et donc je vous ai dit la vérité. Je ne lis pas Mediapart. Je vous le redis. Je ne vais pas vous dire que je lis Mediapart puisque je ne le lis pas. Vous avez l'air de me le reprocher. Je suis très surpris, mais je vais me mettre à lire Mediapart alors, si c'est ça. Non, mais je ne vais pas vous dire que je lis Mediapart. Je ne lis pas Mediapart. Il y a des choses que je n'ai jamais lues. Je ne lis pas ce qui se passe dans les réseaux. Je pense que il
il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la réalité du monde et pas dans la tête d'un certain nombre de gens. Bon. Non mais la presse. Moi je suis un grand clémenciste. Donc si vous voulez, je suis persuadé du rôle de la presse et de son apport fondamental dans l'histoire de nos républiques. Et donc j'ai aucun problème avec la presse. Mais la question de M. Caron tout à l'heure, à moins que je l'ai mal comprise, elle portait sur le fait de savoir si ce qui était donc relaté par Mediapart avait été porté à ma connaissance, c'est-à-dire des reproches faits par des policiers et des gendarmes sur la légalité des dispositifs. Alors peut-être que j'ai mal compris, mais j'avais cru comprendre que c'était ça. Et puisque vous me reposez cette question-là, je le redis, je n'ai jamais eu la moindre note, le moindre élément porté à ma connaissance, d'éléments oraux, faisant état d'irrégularités résultant des ordres donnés. Voilà, d'irrégularités, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a quand même des règles juridiques qui visent à ne pas obéir à des ordres illégaux. Jamais je n'ai été confronté à ça. Voilà, donc je vous le dis très, très, très directement. Après, vous comprendrez que je ne peux pas répondre sur des choses qui ne sont pas, que je n'ai pas eu à connaître, et notamment la position que vous évoquez d'un syndicat de police. Moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne suis plus en responsabilité. Je m'occupe des sujets maritimes sur lesquels j'aurai le plus grand plaisir à échanger avec vous, mais je ne peux absolument pas commenter des éléments récents de cette nature. Merci beaucoup, Monsieur Caron, pour une dernière intervention. Une précision. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire général, vous vantiez tout à l'heure la politique française de maintien de l'ordre qui serait quasi idyllique, qui n'utilise la force que lorsque c'est absolument nécessaire. Mon collègue Lucas le rappelait, nous avons tout de même été épinglés par un certain nombre d'observateurs internationaux, notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais peut-être sont-ils de parti pris, et peut-être n'observent-ils pas bien les choses. Vous me reprochiez de faire référence à des cas qui n'étaient pas suffisamment précis pour vous permettre de nous livrer une analyse qui serait pertinente. Vous semblez découvrir aujourd'hui des éléments dont vous n'aviez jamais entendu parler. Vous ne saviez pas qu'on vous avait reproché votre politique de maintien de l'ordre, qu'on l'a jugée violente, qu'on l'a jugée responsable d'un certain nombre de problèmes dans les manifestations. Donc, écoutez, vous aurez donc appris quelque chose ce matin. Donc, puisque vous ne le saviez pas, les Gilets jaunes, c'est des centaines de manifestants blessés à la tête par des tirs de LBD, une trentaine d'éborgnés. Vous vouliez un cas précis, ça va être ma question, Monsieur le Président. Vous me dites, il n'y a pas de cas précis. Manuel Kwan, nous sommes le samedi 16 novembre 2019. Manifestation, donc tout est calme, nous sommes place d'Italie. Manuel Kwan est statique sur la place d'Italie, il discute avec d'autres manifestants et il reçoit un tir de LBD dans l'œil et il sera donc éborgné. Il ne représentait aucun danger, il était parfaitement pacifique. Et c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous donner, qui ont été documentés par cette presse que vous ne lisez jamais. Et avec apparemment des gens dans votre entourage qui ne sont pas non plus informés et qui ne vous disent rien. Donc il y a deux solutions, vous l'avez rappelé, vous êtes sous serment. Donc soit réellement vous avez, comment dirais-je, rempli vos fonctions dans des conditions qui m'interrogent, c'est-à-dire en parfaite méconnaissance de ce qui se passait sur le terrain, soit, et là ce sera assez grave, vous avez sous serment menti. Donc, je vous repose la question, est-ce que vous continuez à nier devant nous, sous serment, que lorsque vous étiez en fonction, des violences gratuites et non nécessaires ont été commises par des forces de l'ordre contre des manifestants? Très bien, je vais évidemment passer la parole à Monsieur Lallement. Je rappelle simplement, pour que tout le monde comprenne bien, que le périmètre temporaire de notre commission, 16 mars 2023, 3 mai 2023. Donc voilà le délai temporaire. Et donc, encore une fois, vous faites référence à un fait qui date de 2019. Il n'est pas dans le périmètre de notre commission d'enquête. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, il me semble que ça l'est, puisque nous nous interrogeons sur des pratiques qui, peut-être, ont toujours cours aujourd'hui. Très bien, mais je laisse la parole à Monsieur Lallement. Non, mais malheureusement, Monsieur le Président, malheureusement, je ne peux que confirmer ce que vous évoquez.
et dire à monsieur le député Caron que le cas qu'il évoque est un cas couvert par une instruction judiciaire que je ne peux absolument pas commenter, vous le comprendrez. Hein, ça serait contraire au principe de séparation des pouvoirs. Quant aux observateurs internationaux, oui, j'ai effectivement entendu récemment, puisqu'il m'arrive de lire des journaux, les condamnations de l'Algérie et de l'Iran, je vous le confirme. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose de clore cette audition en vous renouvelant nos remerciements, monsieur le secrétaire général, monsieur le chef de cabinet. Je vais suspendre la séance pendant quelques minutes, le temps de permettre aux auditionnés suivants de prendre la place, éventuellement pour certains collègues de prendre un café. À tout de suite. Merci beaucoup.